Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de choses un peu moins fun, je vais te raconter la fois où j'ai failli me faire licencier. Souvent on pense que le métier de développeur c'est un peu un métier intouchable où il n'y a aucun risque, où tu trouves du travail très facilement, c'est le cas dans certains cas bien sûr. Souvent on essaye d'opposer le salariat avec le freelancing, on parle de sécurité de l'emploi, surtout avec la potentielle crise économique qui arrive. Je pense que c'est un sujet qui va être abordé beaucoup plus souvent que d'habitude. Dans cette vidéo, je vais te raconter un peu mon expérience, comment je l'ai vécu. C'est pas si facile, même si effectivement tu as l'opportunité de partir, de prendre un autre job et de relancer un peu la machine. C'est pas un truc qui est automatique. Donc voilà, on va parler un peu de sécurité de l'emploi et tu comprendras finalement que la sécurité, elle n'est pas vraiment là où tu penses. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Sur cette chaîne, d'habitude, je te donne plein de conseils pour progresser et devenir un meilleur développeur. N'hésite pas à t'abonner, le bouton est juste en dessous. Tu peux aussi activer la cloche pour être sûr de ne pas rater une seule vidéo. Pour situer un peu l'action, on est en 2019, je pars au ski et dans le Blablacar, je tombe sur mon futur patron. Donc pendant 8 heures, on va échanger sur ce qu'on fait dans la vie, on va avoir des discussions sur un peu tout et sur rien. Et au bout d'un moment, il me demande si je cherche un job parce que lui a besoin d'un développeur. Comme d'hab, tu es ouvert aux opportunités, tu te dis peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, pourquoi pas. Après tout, le week-end se passe bien, on se recontacte une semaine dernière, on passe les entretiens, et bam, en juillet, j'arrive dans la boîte. C'était une petite boîte qui permettait aux marques de faire tester leur matériel, principalement des marques de sport et de VTT. Donc c'était un projet qui m'intéressait parce que c'était autour du sport, c'était vraiment intéressant, il y avait plein de choses à voir. Et ça m'a fait aussi découvrir l'univers du VTT que je connaissais pas tant que ça en fait. Donc jusqu'au mois d'octobre, ça va plutôt bien, c'est plutôt cool. Donc on avait une échéance qui était début mi-octobre, c'était le Rock d'Azur à Fréjus. Si tu connais pas, le Rock d'Azur c'est un super événement VTT. C'est un événement où tu vas avoir des courses, tu vas avoir des événements avec les meilleurs professionnels de chaque catégorie. C'est vraiment un truc intéressant et nous on y allait là-bas pour gérer toute la plateforme de tests de matériel. Donc on débarque au Rock d'Azur, énorme salon VTT, et là en fait notre mission c'est de gérer toute la plateforme de tests de matériel. Donc c'était la première fois que j'allais vraiment sur le terrain en tant que développeur. Tu pouvais vraiment rencontrer les utilisateurs, tu pouvais mettre en place la plateforme technique, c'était vraiment enrichissant. Et j'ai pour meilleur souvenir en fait un père et son fils qui devaient avoir 40 et 60 ans. Quand ils m'ont rendu leur badge de test de matos, tu voyais vraiment le sourire dans leurs yeux et je me suis dit purée, ouais j'ai eu un petit impact sur leur journée et apparemment ils ont bien kiffé leur journée donc c'était vraiment cool. Ça c'était vraiment un aspect du métier de développeur que j'avais jamais eu autre part parce que souvent t'es assez loin de tes vrais utilisateurs, d'où l'importance de rencontrer tes utilisateurs dans la mesure du possible. L'objectif de la boîte dans laquelle je bossais, c'était vraiment de rassurer les plus gros clients. C'était les plus grosses marques de vélo, de VTT. Et aussi du coup faire en sorte que toute la plateforme n'ait aucun souci de montée en charge, n'ait aucun souci de fiabilité, n'ait aucun bug. Dans les grandes lignes, ça s'est bien passé. On a eu quelques petits soucis techniques. La plupart, on a pu les régler vraiment en live. Ça m'est arrivé même de pousser des petits correctifs sur le code debout à l'arrière du stand pendant que les gens venaient récupérer leur badge pour tester le matériel. On a eu des petits problèmes de montée en charge, là vu qu'on était sur Heroku, on a pu gonfler les machines à la volée. Et en fait c'est un aspect où tu touches vraiment à la production de ton application, donc vraiment elle est en production, tu vas la manipuler et en fait en live tu dois faire en sorte que tout fonctionne, ça génère un stress, un pic de stress, mais c'était vachement enrichissant et en fait tu te rends compte que là si t'as pas une architecture testée, c'était pas le cas, on n'avait pas de test automatisé, t'es un peu en train de jouer à l'équilibriste en fait. C'est-à-dire que t'as aucun filet de sécurité, si ça plante tu tombes dans le trou et puis voilà, tu dois te débrouiller pour relancer la machine. Donc ça, au niveau expérience, c'était vraiment énorme parce que ça m'a permis de vraiment intervenir sur toutes les phases du projet, sur toute la partie technique et pas être limité simplement à un seul aspect. Donc ça c'est vraiment quelque chose, si tu as l'occasion de le faire, ça peut être vachement enrichissant. Donc finalement le salon se termine plutôt sur une note assez positive, même s'il y a eu quelques couacs, ça avait pas l'air très très grave. Et du coup on repart, on rentre à la maison et l'idée c'est de bosser pour consolider la plateforme, pour intégrer tous les retours qu'on a pu avoir pendant le salon qui est vraiment un événement assez critique pour ce genre de boîte.
Et là, voilà, ça nous amène à ce dont je voulais te parler. Début novembre, je fais un point avec mon chef, on fait un café. Je vois que l'heure est grave, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Et il m'annonce qu'en fait, on vient de perdre nos plus gros contrats, donc c'est-à-dire les 3 contrats qui maintenaient la boîte à flot, et que c'est des clients qui ne vont pas revenir. Donc concrètement, on est à court de cash, il n'y a plus d'argent dans les caisses, et on a quelques mois devant nous avant de devoir déposer le bilan et peut-être pour moi procéder à un licenciement économique. Donc voilà, quand début novembre tu te dis tout va bien, en plus de ça tu as un bon salaire, t'es plutôt bien, il y a tout à faire dans cette boîte, et qu'on te dit ça va pas le faire, en février on est sur la paille, là ça fait très mal. Là ça fait très mal parce qu'en fait tu t'es investi, t'as beaucoup bossé, même si t'es là depuis très peu de temps, tu crois au projet, ce qui est pas toujours le cas, hein, ça arrive que tu ne crois pas au projet. Pendant un moment, ton monde il s'arrête. En fait, que t'aies des opportunités ou pas en tant que développeur, finalement, t'es sur un projet que t'aimerais voir avancer, que t'aimerais voir grandir, qui a du gros potentiel, et en fait, t'apprends que t'as pas réussi à satisfaire tes plus gros clients, qui sont des clients historiques, et en fait, les raisons, c'était plutôt... comment expliquer ? Il y a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été délivrées, qui fait que il y a eu une perte de confiance, et du coup, t'as des clients qui ont décidé de passer à autre chose et de faire sans toi, en fait. Donc ça, je pense que c'était aussi très dur pour le patron de la boîte. Moi, je te donne ma vision en tant qu'employé, hein. Et du coup, voilà, c'est vraiment un truc, ça peut arriver dans n'importe quelle boîte. Aucune boîte n'est à l'abri. Tu le vois bien, hein, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Bien sûr, on est en France, on est quand même assez bien protégé, donc si tu es salarié, tu as des assurances qui te permettent de couvrir les salaires impayés, même si ça met quelques semaines, voire quelques mois potentiellement, à se mettre en place. Tu vas avoir énormément de dispositifs. Tu peux faire une rupture conventionnelle, tu peux faire un licenciement pour raison économique. Donc voilà, même si t'es un peu déstabilisé, en France, franchement, on a vraiment la chance d'avoir énormément de choses disponibles qui nous permettent de rebondir. Et je pense que ça, on a souvent tendance à l'oublier. Donc voilà, on est dans cette période-là de début novembre où vraiment tout s'arrête d'un coup. Et il y a quelques jours de remise en question pendant lesquels on ne sait même pas si ça sert à quelque chose de bosser demain. On sait même pas quoi dire aux clients. D'ailleurs, les clients l'ont appris bien plus tard, parce que on veut pas les affoler. Et avant de mettre la clé sous la porte, bien sûr, il y aura peut-être des options à explorer. Et donc de novembre à décembre, en fait, c'est une période assez spéciale, hein. T'alternes entre tous les sentiments. En fait, ça va être d'un seul coup, t'es hyper content parce que tu te dis cool, je vais pouvoir passer à autre chose. D'un autre côté, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, et en plus de ça, tu dois maintenir le bateau à flot, c'est-à-dire qu'il y a des jours tu vas strictement rien faire pendant plusieurs jours, et là bim, il y a un changement demandé par un client qui n'est pas au courant que la boîte va très mal, et pour préserver l'image, en fait tu vas devoir bosser, et du coup tu vas te mettre je sais pas, t'es dans une phase où en gros t'as un peu tout qui te passe par la tête, tu te dis c'est relou, je vais devoir me relancer dans des recherches, dans des entretiens, c'est fatigant en fait, quand tu viens quand t'enchaînes plusieurs boîtes comme ça, c'est assez fatigant, c'est pas quelque chose que t'as envie de faire en permanence. Bien sûr, si t'es freelance, t'as peut-être un peu plus l'habitude, si t'es sur des missions courtes, mais c'est pas quelque chose que t'as envie de faire toute l'année, quoi. Donc parfois t'as envie de te poser, d'être sur un vrai sujet, de te donner dessus, de te donner à fond, de le voir avancer, de le voir grandir. Et là, tout ça, on vient de te l'enlever. Tu l'as plutôt perdu, c'est plutôt ça qui se passe. T'alternes entre stress, perte de motivation, entre des moments d'euphorie parce que tu te dis cool, j'ai n'importe quelle opportunité devant moi, et en fait, tu ne sais pas vraiment quoi faire ni où aller, et tu serais tenté de démissionner, mais le problème d'une démission, c'est que si tu démissionnes du jour au lendemain, en fait t'es pas vraiment sûr de retrouver directement, donc si t'as pas mis de côté, peut-être que c'est pas forcément possible. Et ça nous amène à fin décembre, où là mon chef me dit qu'il est pas sûr de pouvoir me payer. Et là c'est un truc que j'avais jamais vécu, parce que je me pensais forcément à l'abri, hein. Tu connais un peu tous les clichés sur le développeur qui est un métier intouchable, mais finalement, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a plus de cash, il n'y a plus de cash. Et là, ça commence à chauffer, tu te dis, ok, quand même, je gagnais très bien ma vie, je vais pas te mentir, mais tu commences à te dire, ok, il va pas pouvoir me payer, comment on fait ?
Là tu te dis clairement je vais pas m'asseoir sur un mois de salaire. Tu te rends aussi compte que si la boîte ne peut pas te payer, tu vas peut-être partir en liquidation et compagnie, et en fait, que tu le veuilles ou non, ton argent tu vas pas le récupérer tout de suite. Donc voilà, il y a ça qui vient s'amener, donc finalement au stress, au manque de motivation, ça peut ramener un peu de colère, parce qu'en fait tu peux te dire comment on en arrive là, on aurait pu prévoir, on aurait pu en parler avant. Bon, après, l'idée c'est pas de refaire l'histoire, juste de t'expliquer que ça arrive, et ce, peu importe ton métier, que tu sois développeur ou pas. Moi j'ai fait le choix de rester un peu, parce que moi l'idée derrière c'était de potentiellement signer une conventionnelle, une rupture conventionnelle, plutôt que d'aller jusqu'au licenciement qui peut être long. Et après cette rupture conventionnelle, j'avais déjà pour idée, dès que j'ai su que la boîte commençait à couler, que potentiellement j'allais passer freelance. Ce qu'on s'était dit, c'était que bah voilà, au moment où il n'y a plus de cash, on fait une rupture conventionnelle, moi je m'en vais de mon côté, je passe freelance, mais si tu as besoin de moi jusque là, bah écoute, je suis dispo, et puis de toute façon, je suis encore là. Donc voilà, le côté manque de cash, peut-être tu vas perdre 1 ou 2 mois de salaire, ou tu vas avoir des retards sur le paiement de ton salaire. Ça a apporté pas mal de friction, et c'est des trucs qu'il faut régler en discutant, en prenant des décisions, et du coup c'est un truc qui humainement est pas facile à gérer pour les deux parties. Et en fait, maintenant que je suis freelance et que j'ai une entité qui reste une société, je comprends de mieux en mieux le fait de devoir gérer une trésorerie, et du coup il y a certaines décisions, notamment en termes d'image vis-à-vis des clients, auxquels on n'a pas tous dit que il y avait autant de soucis. Ça m'a permis vraiment le fait de passer d'un côté où voilà, t'as vraiment une entité, t'as une structure à gérer, même s'il y a que toi dedans. Ça m'a permis de comprendre pas mal de décisions d'anciens employeurs en général, où parfois tu vas les trouver durs, mais il y a aussi la réalité que par exemple une SS2I, si elle n'arrive pas à placer un profil, passer la période d'essai, se séparer du profil, parfois c'est des choses où t'as pas vraiment le choix en fait, dans un souci de rentabilité. Bien sûr, parfois la faute peut être autre part, ça peut être une mauvaise gestion des ressources, ça peut être un mauvais placement d'un point de vue commercial, il y a tout un tas de raisons, mais globalement il y a des décisions business que je comprends beaucoup mieux maintenant. Niveau mindset, je me suis mis à la place de quelqu'un qui devait gérer une entité. Ça nous amène à début janvier, on est en 2021, on est en 2020, 2021. Tout ça, ça nous amène à début janvier où en fait on se rend compte que en parlant à certains clients, ils nous disent de pas lâcher, et il y en a qui se positionnent potentiellement pour être des repreneurs. Donc finalement, on se met en quête de repreneurs, et la majorité de nos clients ne sont tous pas au courant, on finira par les mettre au courant courant janvier. Et finalement, en creusant un peu, on se retrouve avec une proposition de rachat de la boîte. Du coup, moi, j'ai fait un entretien technique pour essayer de donner l'état de la plateforme d'un point de vue purement technique. J'étais assez transparent dessus. Bien sûr, moi, j'ai la proposition de rester dans cette nouvelle boîte, mais entre-temps, je me suis déjà un peu fait à l'idée que j'ai envie de partir freelance et de partir à l'aventure. Et que c'est pas cette boîte qui était à 2 doigts de s'arrêter qui va m'arrêter en fait dans mon envie d'avancer. Et en plus de ça, je me dis que c'est une chose qui me sortira un peu de ma zone de confort, parce que finalement j'ai enchaîné pas mal de boîtes pendant une dizaine d'années. Pourquoi pas passer du côté du freelancing. À la mi-janvier, moi je signe une rupture conventionnelle, ce qui me permet de créer ma boîte assez sereinement, parce que derrière je bénéficie d'aide de l'État le temps de lancer la structure. Et en parallèle, je me lance sur la chaîne Captain Dev. L'idée, c'est de produire du contenu, de créer des formations pour aider les développeurs. Et en fait, si tu te retrouves ici, c'est un peu l'histoire qui a amené à la création de cette chaîne. Et c'est un peu pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et finalement, le projet qui était à 2 doigts de sombrer, à 2 doigts de couler, a finalement trouvé un repreneur. Donc voilà, fin février, la boîte est revendue. Finalement, je me rends compte que si on avait abandonné directement en novembre, il n'y aurait eu aucune chance de retrouver un repreneur. Comme quoi, faut jamais rien lâcher en fait finalement. C'est peut-être ça la morale de cette histoire. Il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais moi d'un côté ça m'a aussi permis d'avancer, de me lancer en freelance, et aussi de lancer cette fameuse chaîne. C'était un projet qui trottait un peu dans ma tête depuis des années, donc moi je l'ai plus vu après quelques jours de réflexion comme en fait un moyen de saisir une opportunité, et pas seulement comme j'ai perdu mon taf, je vais devoir aller en chercher un nouveau, je vais devoir passer des entretiens et compagnie. Il y a toujours des choses positives à sortir de ce genre d'expérience.
Bien sûr, c'est à toi de rester motivé et d'aller les bousculer un peu, ces opportunités. Je sais que si j'étais reparti en CDI, je me serais pas lancé dans cette chaîne parce que je serais retourné dans mon confort, qui est que voilà, en tant que développeur expérimenté, je suis assez bien payé. Là, je t'avoue que c'est beaucoup plus incertain maintenant, c'est à moi de tout faire. J'ai vraiment choisi un truc où t'as besoin de maîtriser 5 ou 6 métiers en même temps, tourner des vidéos, monter des vidéos, enregistrer des formations, avoir les compétences pour enregistrer des formations. Il faut pouvoir les vendre, il faut avoir des compétences en copywriting, il faut avoir des compétences en création de contenu, il faut que tu gères un minimum ta compta, tu as tout un aspect légal qui n'existait pas, où j'avais rien à gérer, où là, par exemple, tu dois reverser ta TVA, tu as tout un tas de choses à faire quand tu as créé une entreprise, que tu n'as pas en fait quand tu es salarié. Donc après, c'est pour ça que pour moi, les deux sont pas des opposés, mais juste deux modes de vie différents en fait. Donc voilà, vidéo un peu différente de d'habitude. L'idée, c'était un peu de te raconter ce qui s'est passé. Et il faut aussi toujours positiver, il faut vraiment que tu te rendes compte qu'on est dans un monde où on a accès à énormément de choses, on a énormément d'opportunités, et parfois, plutôt que de rester assis, il faut les saisir. Et je sais qu'avec la crise qui arrive, il va y avoir des licenciements, il y en a déjà même en ce moment, et ça touche même le domaine de la tech. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand un secteur va mal, il y a forcément un autre secteur qui peut profiter de la même crise. On l'a vu pendant la crise du Covid par exemple, où tout ce qui était à distance finalement a explosé. Uber a plongé, mais Uber Eats a explosé. Il y a toujours des opportunités, même dans les pires crises. En fait, il faut se positionner pour les saisir ou pour les provoquer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Mets un petit clic sur la cloche, histoire de recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Si t'as aimé la vidéo, mets-moi un gros like. Si t'as pas aimé, mets-moi un gros dislike, c'est pas grave. N'hésite pas à la partager sur tes réseaux. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.